Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie-Martine Schins. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre de l'Éducation. Évidemment, nous allons parler du pacte d'excellence avec vous. Et tout d'abord, je voulais vous dire bravo, parce que c'est rare qu'un ministre ou qu'une ministre de l'Éducation arrive à faire comme ça l'unanimité en faveur de son projet. Et là, vous avez reçu plein de lauriers pour ce pacte d'excellence, même de la part de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, un projet aussi important soit accueilli si positivement ? Je pense que c'est lié aux acteurs du monde scolaire qui ont été mobilisés par Joël Milquet. Et je tiens aussi vraiment à lui rendre hommage parce que se lancer dans un processus innovant comme celui-là, participatif, mais il fallait oser. Et donc, ça a été lancé, les acteurs ont travaillé pendant plusieurs mois et ils sont arrivés à ce consensus, à cet équilibre entre les différents réseaux, les syndicats, les associations de parents, et un équilibre qui vise une chose, c'est l'amélioration de la qualité de notre système scolaire. Et le fait que ces acteurs soient arrivés à un consensus, qui en plus est un consensus responsable budgétairement, je pense est une réelle plus-value pour le monde politique. Parce qu'à nous, bien sûr, de nous en saisir, de travailler avec la majorité, mais aussi bien sûr avec l'opposition, pour alors arriver concrètement à des décrets, à des plans d'action autour de ce consensus. Donc l'étape maintenant à venir, c'est encore d'informer, de faire des sessions d'information. Il y a des étapes importantes à venir, et notamment une dans le mois qui vient. Les différents acteurs qui se sont mis d'accord retournent vers leurs instances, donc vers leur base, vers les enseignants, vers les directions d'école, vers les parents, afin de rendre l'avis numéro 3 définitivement au gouvernement au mois de janvier. Et à ce moment-là, donc, le gouvernement et le Parlement s'en saisissent. Et en parallèle, alors, bien sûr, nous souhaitons organiser des rencontres citoyennes dans tous les arrondissements pour expliquer, pour sensibiliser sur le contenu même du pacte, pour éviter aussi des raccourcis qui peut-être ont été faits à d'autres moments du processus. Je pense au mois de mai dernier. Et cette sensibilisation, elle va courir sur 2 mois. Elle va être très large et elle permettra d'aborder les différents thèmes. Parce qu'on va pouvoir, alors, avec le gouvernement et le Parlement, rédiger ces décrets, mais il faudra en vérifier la praticabilité sur le terrain. Et cette sensibilisation et ce retour qui vient du terrain, moi, j'y tiens beaucoup. Et c'est ce qui se fera dans donc des phases prochaines. Donc une trentaine de débats comme ça organisés, avec chaque fois vous ou un membre du gouvernement, par exemple, qui répond aux gens qui seront présents. Et avec, bien entendu, des acteurs du monde scolaire qui seront présents aussi, puisque le groupe central, comme on l'a appelé, a énormément travaillé et souhaite être encore impliqué dans la suite du processus. Est-ce que vous viendrez incognito avec vos cheveux lissés à ces réunions ou vous viendrez tel que vous êtes? Je pense que je vais garder mes boucles, même si j'adore de temps en temps, parfois pour le fun aussi ou pour l'humour, lisser mes cheveux. Alors, après les fleurs, les pots. Parce que, est-ce que vous avez vraiment la capacité de mettre en place ce plan, aussi ambitieux soit-il? On a vu quand même qu'il y avait du chaos avec les titres et fonctions. On parlera tout à l'heure du cours de citoyenneté. Est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a vraiment la capacité de d'arriver à accoucher de ce plan? Je suis ici aujourd'hui à Bruxelles et très heureuse d'y être, mais si on compare par exemple le pacte d'excellence à un plan qui a été ambitieux et mis en place en Wallonie, le plan Marshall, au moment de cette mise en œuvre, la région wallonne a créé une cellule spécifique dédicacée à l'implémentation des différentes mesures du plan Marshall dans les entreprises, dans les universités, avec l'ensemble des acteurs. Ici, j'ai obtenu lors du conclave budgétaire qu'on puisse mettre en place, à côté de l'administration et en lien avec elle évidemment, une cellule opérationnelle de changement qui sera composée de gestionnaires de projets, mais aussi d'acteurs de terrain, et qui va soutenir la mise en œuvre du pacte de manière très concrète, parce qu'on apprend de ses erreurs, et c'est clair que le décret titre et fonction, autant il était voulu par tous, autant sa mise en œuvre a été un peu compliquée. On travaille d'ailleurs toujours aujourd'hui à des pistes d'assouplissement, avec les associations de direction, avec les PO et les syndicats, mais pour justement construire ce pacte en ayant une vraie gestion du changement, mais on aura cette cellule opérationnelle qui sera dédicacée. Donc ça devrait faire en sorte que ce plan aboutisse vraiment. C'est l'objectif, et il faut savoir aussi qu'on est dans un processus qui est très progressif. Certaines mesures vont pouvoir arriver relativement vite, d'autres, comme celle du tronc commun, demandent pas mal de changements, notamment dans les référentiels, mais aussi dans la formation des enseignants. Et ce sont donc des mesures qui vont arriver beaucoup plus progressivement. On en a pour 15 ans, en fait. C'est un peu ce que le groupe central a imaginé. Au départ, on s'était dit 10. Bien sûr, il ne faudra pas 10 ans pour voir les effets. On verra certains effets très tôt. Je pense à une mesure qui est demandée depuis un certain temps et qui est aussi une condition préalable de mise en œuvre des plans de pilotage. C'est la mesure de soutien administratif au directeur du fondamental et du spécialisé,
c'est quelque chose qui va arriver très vite. Alors justement, en termes de financement, on a prévu 21 millions en 2017. Est-ce que ça suffit pour votre phase de départ? Les acteurs du pacte, et je les en remercie, ils ont prévu un budget qui est très responsable et qui est soutenable pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. On parle de 300 millions d'investissements avec 250 millions d'effets retours. Tout ça, évidemment, sur le terme, dans un équilibre qui est atteignable dans les 10 à 15 ans. Donc ça, c'est très crédible. Alors, sur les 21 millions... Ça veut dire 300 millions sur 15 ans et vous espérez économiser 250 millions. C'est ça, j'ai bien évidemment, compris. en fonction avec le des redoublement, différentes... par exemple. Pas forcément, parce qu'il y a d'autres effets retours, notamment la rationalisation des options dans le qualifiant. Il y a des effets retours qui sont nombreux et qui ont été budgétés par les acteurs du groupe central. Et donc, ils viendront nous les présenter au moment où l'avis 3 sera vraiment remis officiellement au gouvernement. Mais en parallèle, quand on parle des 21 millions pour 2017, c'est bien une pompe d'amorçage. Donc, c'est pour démarrer certaines mesures. Et j'ai cité notamment celle de l'aide administrative au directeur. Elle nous paraît indispensable pour mettre en œuvre les plans de pilotage. Et c'est une pompe d'amorçage qui, aujourd'hui, n'est pas encore délimitée au niveau de son affectation. C'est en fonction de ce qu'on vient de recevoir dans la vie qu'on va pouvoir se dire, 2017, voilà en quoi on va affecter ces 21 millions. Alors, il y a un point intéressant dans le pacte, c'est la formation qui va être donnée aux enseignants, cette formation continuée. Est-ce que vous allez obliger les enseignants à se former? Les enseignants se forment déjà aujourd'hui 3 jours par an de manière obligatoire, mais beaucoup se forment à l'extérieur et de manière très volontariste, et je les en remercie. L'objectif ici, et ce qui est demandé par les acteurs, c'est d'avoir, en plus des 3 jours obligatoires, entre 1 et 3 jours supplémentaires qui sont pris en dehors du temps passé à l'école avec l'élève, donc en dehors du temps face classe. Autrement dit, en dehors du temps scolaire traditionnel. Et ça, c'est clairement une des demandes du pacte. Et l'objectif de la formation continuée, c'est de pouvoir répondre à différents défis du XXIe siècle. Je pense aussi bien aux nouvelles technologies et au numérique qu'à la détection des troubles de l'apprentissage, qu'il y a peut-être davantage d'expérimentation dans certaines matières comme les sciences. Et on sait que cette formation continue, elle existe dans l'ensemble des acteurs du monde du travail. Il est logique aussi qu'elle soit valorisée et prise en compte pour les enseignants. C'est finalement un peu normal. Si on pense à la remédiation pour les élèves, il faut aussi penser à la formation pour les enseignants. Mais où les langues? Quelle est la place des langues dans votre pacte d'excellence? Parce que, par exemple, à Bruxelles, on se plaint, il n'y a pas vraiment d'immersion en néerlandais. Est-ce que là, il n'y a pas des choses à faire spécifiquement sur Bruxelles? Alors, sur Bruxelles, l'enjeu, c'est vrai, est important. On travaille aussi avec nos collègues flamands et germanophones, mes collègues ministres, pour essayer d'avoir davantage d'échanges d'enseignants, parce que parfois, c'est aussi le fait qu'on ne trouve pas les enseignants qui ne permettent pas de faire suffisamment d'immersion à Bruxelles, même si c'est en augmentation par rapport à il y a 10 ans. Quand on voit les chiffres, l'immersion a augmenté partout, en région wallonne, mais à Bruxelles aussi. Il faut savoir aussi que des élèves bruxellois sont en submersion, à savoir ils sont dans une école de la communauté flamande et ils ont le flamand de manière beaucoup plus importante que d'autres. Donc, bien sûr, le renforcement des langues est prévu dans le pacte. Ce que les acteurs proposent, c'est qu'on commence dès la 3e primaire pour tout le monde. Alors, c'est une avancée. C'est vrai qu'à Bruxelles et dans les communes à facilité, il y avait déjà cette obligation qui n'était pas aujourd'hui financée de manière suffisante. Donc, je pense que ce qui est bien prévu dans le pacte, c'est le renforcement des langues pour tous et la spécificité bruxelloise. Je crois qu'on doit travailler aussi avec ma collègue Hilde Krivits pour amener davantage d'enseignants néerlandophones dans nos écoles bruxelloises. Un meilleur échange. Et le décret inscription dans tout ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus. Est-ce que vous allez le modifier? Est-ce que vous allez l'améliorer? Je n'ai pas fermé la porte et c'est toujours en réflexion et je pense qu'on ne doit plus traîner par rapport à une décision à prendre. Le pacte signale qu'il faut évaluer ce décret. L'évaluation est en cours par la commission de pilotage, la COPI, comme on l'appelle entre nous. Quand nous disposerons de cette évaluation, je pense qu'il faudra voir comment on peut améliorer le décret avec l'ensemble des acteurs et les associations de parents, avec aussi nos partenaires du gouvernement et l'opposition. Mais si on le modifie, et là je l'ai dit très clairement, je pense la dernière fois aussi sur votre plateau, on doit le modifier en tenant compte que certaines personnes ont déjà adapté leur comportement, à Bruxelles mais aussi ailleurs. Et si modification il y a, elle doit prendre cours plus tard.
elle doit permettre que les gens soient préparés donc à cette pour la modification. rentrée 2017. Pas pour la rentrée 2017, ça c'est très clair. Donc pas avant 2018. C'est la même chose que les rythmes scolaires en fait. On nous demande, et on reçoit énormément de mails de parents qui nous disent est-ce que je peux prendre mes vacances comme d'habitude. Mais bien sûr, on ne va pas faire un changement en lien avec les rythmes scolaires sans prévenir suffisamment à l'avance pour que les parents, mais aussi les acteurs du monde sportif ou des mouvements de jeunesse puissent s'organiser. Alors, les résultats PISA, on a vu, ils sont catastrophiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en urgence pour améliorer? Parce que vous allez me répondre que le pacte d'excellence va tout améliorer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dites catastrophique, je ne peux pas être d'accord. Nos résultats sont stables, en fait, par rapport à il y a 3 ans. Vous trouvez qu'ils sont bons? Je n'ai pas dit qu'ils étaient bons, j'ai dit qu'ils étaient stables. Donc, et ils sont d'une stabilité insatisfaisante. C'est un terme que j'ai employé. Même si la moyenne européenne diminue et que nous sommes stables, même si les Flamands diminuent aussi, on n'a pas à s'en réjouir et on ne doit pas se réjouir de notre stabilité. Mais en lecture, on était au-dessus de la moyenne, maintenant on est en dessous de la moyenne. Et en lecture, effectivement, il y a cette chose assez inexpliquée qui est ce léger reflux chez les filles, puisque les garçons sont, eux, très stables aussi par rapport à il y a 3 ans. Et là, l'équipe universitaire de l'ULG travaille pour voir quelles pourraient en être les causes. Mais très concrètement, il y a différents facteurs sur lesquels on peut travailler et pas en attendant, évidemment, que le pacte prenne son plein effet. Je pense à un élément important. PISA teste les élèves qui ont 15 ans et pas les élèves en fonction de leur niveau d'études. Aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on double 2 fois plus qu'en Flandre. Ça veut dire que les élèves qui sont testés chez nous, il y en a 1 sur 2 qui est à l'heure, mais les autres sont peut-être toujours dans le premier degré ou en troisième, donc ils ont moins ou dans de d'autres filières. Donc forcément, c'est peut-être plus difficile pour eux de répondre à PISA, même si je pense qu'il faut prendre PISA comme un indicateur parmi d'autres, et ça, c'est important de le répéter. Alors, lutter contre le redoublement, intégrer la remédiation dans le temps de l'apprentissage, mais aussi dans la grille horaire et en dehors du cours, c'est tout à fait, pour moi, une des mesures phares et une des mesures centrales du pacte qui peut être mise en œuvre relativement vite et qui doit avoir un effet positif sur la réussite de nos élèves, que ce soit à PISA, mais aussi aux épreuves externes. Et le prochain PISA, c'est dans 3 ans, donc voilà. Effectivement, il y a un peu de temps. Cours de citoyenneté, on voit que le CEGEC demande un peu sa part de gâteau, alors qu'il n'y a pas de cours de citoyenneté comme dans l'enseignement officiel, dans l'enseignement libre. Quelle est votre réponse à cette demande ? Écoutez, le CEGEC a pris l'option de l'égalité de traitement pour faire un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Moi, je suis extrêmement légaliste. Je vais évidemment attendre de voir ce que la Cour dira et nous agirons en fonction de cet avis. Ça ne vous fait pas changer d'avis sur le fait de dire peut-être que ce serait bien que le libre prenne aussi ce cours de citoyenneté, puisqu'il a été si bien fait. Mais écoutez, le libre, évidemment, doit suivre le référentiel de philosophie de citoyenneté et doit faire en sorte que ces matières, ces compétences qui sont à atteindre par tous les élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles soient atteintes aussi par leurs élèves à travers différents cours ou différents moyens. Et ça, c'est le choix de l'enseignement libre qui, comme son nom l'indique, est libre et c'est la Constitution aussi qui le dit. Donc moi, j'ai respecté ce choix-là. Je respecte le recours qui a été fait. Je verrai ce que la Cour en dira. Mais c'est vrai que défendre les valeurs de philosophie et de citoyenneté, c'est dans le référentiel et tous les réseaux doivent le faire. Maintenant, il y a 1 heure de cours qui est dédicacée dans l'officiel avec un programme qui est par ailleurs aussi très bien fait. Je ne peux que m'en réjouir. Je suis bien sûr aussi pleinement consciente des difficultés parfois qui sont vécues sur le terrain par les enseignants par rapport à des horaires qui ont évolué, par rapport à une situation compliquée à gérer en début d'année. Et comment aider cela en quelques mots ? Alors là, très clairement, on est aujourd'hui en groupe de travail avec des représentants de nouveau des syndicats et des pouvoirs organisateurs. La 2e réunion a eu lieu ce matin. On a fait remonter toutes les difficultés qui existaient. Dans certains pouvoirs organisateurs, ça se passe plutôt bien. On a pu trouver des solutions pour aménager des horaires qui sont tenables aussi pour les enseignants. Dans d'autres, c'est plus compliqué. Ça dépend parfois de la taille du PO, soit trop gros, soit trop petit. Donc c'est là où il faut trouver une solution. Voilà, on y travaille activement. Merci Martine Schintz. Demain, Françoise Berthiaud sera l'invitée de l'interview et de Stéphanie Meyer. Bonne journée, bonne soirée.